Bonjour et bienvenue au podcast de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, la table de développement social du quartier Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et j'animerai pour vous les épisodes de ce nouveau projet de podcast de quartier. Dans ce premier épisode du podcast du Grand Plateau, j'aurai l'occasion d'expliquer le projet de podcast et de parler un peu des objectifs. Mais tout ça va s'insérer au sein de sujets plus larges que nous allons aborder aujourd'hui, celui du développement social. Et plus particulièrement, nous allons parler des tables de développement social, aussi connues sous le terme de tables de quartier. Donc, quel est leur rôle au sein de leur communauté? Quels sont leurs liens avec les organismes communautaires et les autres partenaires du développement social de leur quartier? Quel rapport entretiennent-elles avec les citoyens? Quelle est la table de quartier du plateau Mont-Royal? Et quel mandat porte-t-elle? Quels sont les projets en cours et à venir? Et plus encore. Mais d'abord, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais accueillir Karine Hébert, coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau. Salut Karine, comment vas-tu? Salut Guillaume, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, nous allons avoir une entrevue un peu particulière, là, puisque ce qu'il faut expliquer pour les personnes qui vont écouter le podcast, c'est que nous travaillons tous les deux à la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau. En fait, tu es ma boss, on peut dire ça comme ça. Mais pourquoi j'explique ça? C'est que contrairement à d'autres épisodes qui seront enregistrés dans les prochaines semaines sur différents sujets en lien avec le développement social de notre quartier, l'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique où je joue à la fois le rôle d'animateur, mais aussi de participant à la discussion. Karine, on se lance. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le développement social et qu'est-ce que c'est qu'une table de développement social? Ben oui, certainement. En fait, pour le développement social, je vais y aller très largement là, avec la définition de l'ONU qui dit que le développement social, c'est une démarche qui vise à améliorer la capacité des gens à vivre en toute sécurité, à leur permettre de participer pleinement à la société. On dit aussi que le développement social est indissociable de son contexte culturel, économique, politique et spirituel. Il ne peut pas être envisagé dans une perspective uniquement sectorielle. Donc, dans d'autres mots, si on veut, c'est de mettre en place des environnements favorables qui permettent à chaque individu de développer pleinement ses potentiels, puis de pouvoir participer activement à la vie sociale. Donc, que chacun puisse tirer sa juste part de l'enrichissement collectif, puis d'une autre part, de permettre à la collectivité de progresser socialement, culturellement et économiquement dans un souci de justice sociale. Tout à fait. Le développement social, j'aimerais ajouter que c'est une notion qui est en lien avec deux concepts. D'abord, celui du développement des communautés, donc un processus de coopération, d'entraide, de construction des liens sociaux entre les citoyens et les institutions d'un même milieu. Tout ça visant l'amélioration des conditions de vie sur le plan physique, psychologique, social et économique. Ensuite, c'est une notion qui est aussi en lien avec un deuxième concept qui est celui des inégalités sociales. Donc, sur l'échiquier social, selon nos parcours de vie, selon toutes sortes de facteurs, on se retrouve tous avec un capital social variable d'une personne à l'autre. Et le développement social, c'est de développer l'aspect du bien-être de chaque personne pour qu'elle puisse se réaliser à son plein potentiel. Le développement social peut donc toucher plusieurs aspects. Tu le mentionnais un peu à travers la description de l'ONU, culturelle, économique, sociale. Donc, j'aurais tendance à ajouter la santé et le bien-être, l'éducation, le développement de territoire, l'intégration, l'économie locale, le logement. D'une table de quartier à l'autre, ça peut varier selon les besoins d'un milieu. Et pour ce qui est de l'aspect de la table de développement social.
Ben, en fait, si on revient un petit peu en arrière là, pour un peu expliquer tout le développement des tables de quartier, de concertation, en fait, ben, depuis plusieurs années, les communautés se sont rassemblées ensemble dans différents quartiers ou même à travers le Québec, le Canada, etc. Donc, ces communautés-là se sont rassemblées de soi pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Et dans cette optique-là, ben, au fil des ans, les communautés ont mis sur pied des tables de quartier, des tables de concertation. À Montréal, les premières tables se sont vraiment structurées vers la fin des années 70 et durant les années 80. Et puis, en 1914 spécifiquement, la Ville de Montréal a vraiment constaté le dynamisme communautaire des quartiers et puis a vraiment affirmé sa volonté de soutenir les tables de concertation. Donc, il y a eu un premier financement qui a été accordé à les tables. Et puis, suite à ça, depuis 1997, les tables de quartier sont soutenues financièrement par 3 grands partenaires financiers, dont Centraide du Grand Montréal, la Direction de santé publique de l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal et la Ville de Montréal. Par contre, c'est en 2006 qui est officiellement entrée en vigueur l'initiative montréalaise de soutien au développement social, donc ce qui finance les tables de quartier. Puis, en fait, je prends le temps de le souligner parce que c'est vraiment un modèle unique au Québec. Unique d'abord parce que c'est 3 grands partenaires financiers qui se sont alliés ensemble, même s'ils ont des missions différentes, pour contribuer financièrement aux tables de quartier, et ils réalisent ensemble aussi une gestion conjointe là, des tables, et aussi parce que à travers la coalition montréalaise des tables de quartier, bien les tables de quartier ont participé à rédiger aussi le cadre de gestion, là, si on veut, de l'initiative montréalaise. Donc voilà. Et lorsque, bon, là, on parle de table de quartier, le nom l'indique, on parle de quartier, mais est-ce que c'est un modèle qui existe uniquement à Montréal, des tables de quartier, ou il y en a ailleurs? Des tables de quartier comme on le connaît à Montréal, via le fonds de l'initiative montréalaise, c'est juste à Montréal. Par contre, des tables de quartier ou des tables de concertation, si on veut, il y en a partout. Puis des fois, ils vont porter différents chapeaux. Comme nous ici, on est aussi une corporation de développement communautaire et une table de quartier. Donc, mais il y en a partout. C'est juste que c'est les financements qui sont différents. Puis, mais les structures sont passablement les mêmes là, qu'ici. Là. Semblable. Donc, j'imagine que dans des milieux plus urbains, comme Montréal, au Québec ou des grandes villes, il peut y avoir des modèles de tables de quartier. Et si on sort des grands centres, à ce moment-là, c'est peut-être plus organisé dans des lieux de concertation qui touchent peut-être les MRC ou, tout à fait. Ou des trucs comme ça. C'est quoi la différence entre une table de quartier ou un organisme communautaire? Bien, en fait, la table de quartier, son mandat principal, la table de quartier aussi, on doit le nommer, là, elle est intersectorielle, et multiréseau. Donc, elle rassemble vraiment tous les acteurs concernés qui veulent améliorer les conditions de vie de la population locale. Donc, la table, son mandat principal, c'est de vraiment soutenir la concertation des acteurs de tous ces secteurs-là et de mobiliser les gens. Puis là, quand on parle de multisectoriel, on parle aussi des citoyens pour vraiment s'asseoir ensemble, nommer des constats, mettre la lumière sur les enjeux du quartier, puis réfléchir à des actions concertées à mettre en place dans le quartier. Donc, on veut, à travers ça, avoir un partage aussi des expertises des différents acteurs qui vont être assis. C'est pour ça qu'on veut ratisser aussi large, parce qu'on va aller chercher vraiment la couleur, l'expertise de chacune des personnes, autant des citoyens, donc des personnes expertes de vécu qui vivent parfois des situations de vulnérabilité. Donc, on souhaite vraiment... donc, le rôle de la table, c'est vraiment de rassembler tous ces gens-là. Et puis, la table, ici...
rassemble aussi des organismes communautaires. Donc, l'organisme communautaire, lui, a une mission très spécifique, que ce soit, par exemple, la défense des droits, la sécurité alimentaire. Donc, l'organisme communautaire, lui, va vraiment se concentrer sur sa mission de base et puis va travailler dans ce sens-là. Et puis, va la plupart du temps, s'intéresser à participer sur une table de concertation parce que l'enjeu que lui traite, si on veut, soutient ou défend, il concerne la population en général. Et puis, quand on se rassemble ensemble, on peut essayer de regarder un enjeu très, très, très micro, mais de le travailler de manière plus large et concertée. Donc, en impliquant d'autres acteurs, pour l'organisme communautaire, c'est une plus-value, là. Et les tables de quartier, donc tu nous expliquais un peu il y a quelques minutes le financement, d'où il provient, mais est-ce que c'est un organisme qui est public? Est-ce que c'est une instance qui relève, disons, du gouvernement? Bien, avec le volet table de quartier, nous, par exemple, on relève vraiment de l'initiative montréalaise de développement social. Donc, on rend nos comptes à ce rassemblement de 3 grands partenaires financiers-là, donc qui est Centraide, qui est la Ville, qui est la santé publique. Dans le cas de nous, par exemple, on est aussi une corporation de développement communautaire, donc on est financé par le SACEM. Donc, on a 2 principaux bailleurs de fonds, donc un qui relève plus du gouvernement, puis un qui relève plus de l'initiative montréalaise des tables de quartier. Puis si on veut se promener plus largement à travers le Québec, bien là, il va y avoir vraiment différents modèles, différentes sources de financement. Comme tu le nommais tantôt, les MRC vont jouer un rôle ailleurs dans d'autres milieux. OK, je comprends bien. Puis, au-delà du fait que la source de financement peut relever, soit du gouvernement ou, mettons, d'instances plus municipales ou etc., est-ce que dans le travail qui est fait par la table de quartier ou la corporation de développement communautaire, comme tu le disais, il y a 2 chapeaux ici, mais est-ce que ça vient influencer sur l'autonomie de l'organisation ou la marge pour jouer la mission de base, elle demeure quand même assez... Non, on a quand même une liberté, si on veut, une latitude, étant donné que, si on revient avec l'initiative montréalaise, comme je le nommais tantôt, ça a été développé aussi, le cadre a été développé avec les tables de quartier via la Coalition montréalaise des tables de quartier. Donc, on a vraiment essayé de garder la couleur de la table, c'était quoi au départ l'intention des tables et de conserver cette intention-là. Donc, vraiment, le cadre a été vraiment basé sur ce qui se faisait déjà à l'avance. Donc, oui, effectivement, on est encore dans l'essence de ce que doit faire, si on veut, une table qui se rassemble. Puis, la liberté est là parce qu'on nous permet de poser notre regard vraiment sur nos enjeux très, très, très spécifiques, très locaux. Puis, suite à ça, de se développer nos propres plans d'action, nos propres plans de quartier. Très bien. Puis, concernant tu as abordé légèrement l'aspect de les organismes qui, disons, travaillent sur leur propre sujet, domaine, thématique, et que pour eux, un des intérêts à se rassembler, c'est de travailler également sur des enjeux qui peuvent être à la fois micro, mais qui peuvent toucher aussi plus largement avec d'autres partenaires du quartier, qui peuvent toucher le quartier au sens plus large que leur simple mission à eux. Mais quel est l'intérêt pour un organisme de devenir membre d'une table de quartier, de participer aux assemblées, de s'impliquer dans la concertation locale? Bien, en fait, c'est une question à 2 volets, je te dirais, parce que ici, en étant une table de quartier et une corporation de développement communautaire, on bonifie un peu, si on veut, l'intérêt d'un organisme communautaire à devenir membre, parce qu'avec le volet corporation de développement communautaire, on est vraiment dans le soutien, on favorise vraiment la concertation entre les organismes communautaires autonomes par une vie associative. Donc, on essaie d'être très proche de nos membres, à l'écoute de nos membres. Donc, on veut renforcer tout le mouvement communautaire en mettant en place différentes activités qui peuvent
stimuler, si on veut, la vie associative, là, comme des activités sociales, des activités de réseautage, de l'offre de formation, de l'offre de soutien très spécifique à nos membres. Donc, tout ce volet-là, qui est porté par notre chapeau Corporation de développement communautaire, est vraiment une plus-value en étant membre, si on veut. Mais sinon, en étant aussi une table de quartier. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet aux membres de s'asseoir puis de pouvoir réfléchir à un enjeu, mais avec, par exemple, on va inviter l'arrondissement, on va inviter aussi le CIUS. Donc, on va avoir vraiment un regard plus large, puis on va avoir des acteurs aussi qui peuvent influencer différents milieux. Donc, on peut même... Pas on peut même, mais on s'associe même avec les sociétés de développement commercial, par exemple. Donc, ça renforce vraiment le pouvoir d'agir et ça l'évite aussi, des fois, le travail en silo, et ça fait en sorte aussi que ça peut... comment dire? Ça peut... on vient soutenir, si on veut, l'organisme qui porte seul parfois sa mission, mais si c'est une mission, par exemple, de sécurité alimentaire, mais si on regarde l'enjeu de la sécurité alimentaire d'une manière plus globale, puis qu'on met en place un projet concerté, bien, ce projet-là va être une plus-value autant pour le quartier que pour aussi cet organisme-là. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects positifs là, à être membre puis à s'impliquer. OK, donc si je comprends bien la différence entre une corporation de développement communautaire et une table de quartier, parce que c'est le genre de question que dans mon entourage, mes amis, quand je leur parle de mon emploi, on me la pose cette question-là, puis c'est pas toujours évident pour moi de répondre à ce genre de questions-là. Donc, une corporation de développement communautaire vise beaucoup à travailler sur offrir un peu des services, de la formation, du support aux organismes communautaires, contribuer aussi à ce qu'on pourrait appeler une vie associative du communautaire. Tandis que l'aspect table de quartier, ça ratisse un peu plus large. Donc là, à ce moment-là, on va avoir des partenaires, disons on pourrait dire du milieu plus institutionnel, comme l'arrondissement, le CIUS, ça peut ratisser plus large aussi, à la limite des sociétés de développement commercial, par exemple, ou autres. Et à ce moment-là, on est plus dans une logique de concertation de milieux, de cibler des enjeux locaux, de réflexion en amont. Tout à fait, puis je te dirais même que même en tant que corporation de développement communautaire, ce volet-là aussi, on l'a, de ratisser plus large, d'être intersectoriel, multiréseau. C'est juste que quand on a le chapeau de corporation de développement communautaire, on est vraiment dans tout le renforcement du mouvement communautaire, porter le mouvement communautaire, être aussi à la défense des organismes communautaires, vraiment veiller sur la santé du mouvement communautaire. Donc, c'est vraiment spécifiquement ce volet-là là, qui vient faire un peu une différence. Super. Puis, on est en plein dans le sujet, mais concernant les liens entre une table de développement social et les acteurs qui participent au développement social d'un quartier, si on prend le cas d'exemple du plateau Mont-Royal, comment décrirais-tu la table que tu coordonnes, son fonctionnement, la dynamique et comment elle participe au développement social là, du plateau Mont-Royal? Bien, la CDC-ASGP est une table qui est ancrée dans son milieu depuis plusieurs années. Ici, dans le quartier du plateau Mont-Royal, il y a une table de concertation seulement. Donc, dans d'autres quartiers, des fois, il y a 2 ou 3 tables même de concertation. Donc, comment dire, ça peut comme faciliter, si on veut, l'intégration de la concertation, étant donné qu'il y a une table. Et puis, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en poste aussi, là. Ça fait 1 an et quelques mois, mais ce que j'ai remarqué dès mes premiers jours de travail, c'est la mobilisation et l'engagement des partenaires du milieu. Puis vraiment, que ce soit des organismes communautaires et des autres milieux, les partenaires sont très, très, très mobilisés et très engagés. Il y a un dynamisme fou. Toutefois, il y a des petits trucs à consolider, si on veut, comme dans plusieurs quartiers. Mais je te dirais que, bon,
comme tu le sais, là, on a été en réflexion stratégique, là, on est en train de rédiger notre planif pour 3 ans, mais c'est vraiment, c'était un désir de nos membres. Vraiment de se réancrer dans ce qu'on souhaite, de renommer un peu nos priorités d'action, notre vision commune. Puis, on est dans ce travail-là, puis il y a un engouement réel. Les gens souhaitent vraiment faire une différence et travailler sur les conditions de vie des citoyens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, pour être ici depuis quelques mois, c'est vrai que c'est un milieu qui est vraiment beau à voir aller, qui est dynamique, puis oui, je suis tout à fait d'accord. Et on vient de discuter un peu du rapport entre la table de quartier, des organismes communautaires, mais j'aimerais qu'on parle aussi un peu des tables de concertation sectorielles qui existent dans les quartiers. D'abord, c'est quoi la différence entre une table de concertation sectorielle et une table de quartier? Et ensuite, quelles sont les tables sectorielles qui existent dans le plateau Mont-Royal? En fait, quand on parle de tables sectorielles, elles vont vraiment se focusser sur un enjeu ou une thématique spécifique. Au plateau Mont-Royal, on a 3 tables sectorielles. On a une table aînée, on a une table enfance-famille et on a une table jeunesse. Donc, ces 3 tables-là sont 3 tables autonomes, donc elles se gèrent par elles-mêmes. Elles ont leur propre structure, leurs propres membres, leur propre façon de fonctionner. Et puis, nous, en tant que table de concertation du plateau, on souhaite en fait collaborer avec ces 3 tables sectorielles-là pour avoir le senti, le pouls, les enjeux, parce que bien évidemment qu'on est une table de concertation pour le Grand Plateau, mais on peut pas, des fois on peut pas traiter de tous les enjeux. Donc, quand on souhaite aborder un enjeu qui est plus spécifique, par exemple à la jeunesse, là on va se référer à la table de concertation jeunesse qui, elle, va pouvoir nous donner vraiment l'input, là, de ce qui se passe plus au niveau jeunesse. Puis c'est un peu comme ça qu'on souhaite collaborer là, avec les tables de concertation sectorielles. Super. Et quels sont les liens dans le cadre pas dans le cadre, mais dans le quartier Plateau Mont-Royal, disons, là, parce qu'on le disait tantôt, d'un quartier à l'autre, d'une table à l'autre, les dynamiques peuvent varier ou avoir leur couleur qui est propre. Et ici, disons, quels sont les liens entre la table de quartier et les tables sectorielles? Tout à l'heure, je parlais de réflexion stratégique, puis tout ça. Je pense que la table existe depuis très longtemps. Quand je suis rentrée en poste il y a 1 an, on était rendu vraiment à l'étape de un peu remettre sur table quels sont nos mandats à chacun et comment on va collaborer, que ce soit avec les différents partenaires et que ce soit aussi avec les 3 tables sectorielles. Et pour être totalement honnête avec toi, on est dans ce processus-là. Il y a un désir réel depuis toujours de collaborer ensemble. Il y a des collaborations aussi qui se font, mais on est en train un peu de bien le définir, de bien l'ancrer dans quelque chose pour s'assurer qu'on utilise les bons canaux pour communiquer les choses, puis qu'on ait les bons réflexes aussi de communication puis de collaboration. Mais il y a vraiment c'est ça, il y a un désir, puis il y a déjà une certaine collaboration là, avec les 3 tables. Là. Puis de la table de la CDC-SGP, un désir vraiment de poursuivre là, cette collaboration-là. Super. Donc maintenant, on a parlé des liens entre la table de quartier, les organismes. On a parlé aussi des liens entre la table de quartier et des tables sectorielles. J'aimerais qu'on parle un peu aussi des liens entre la table de quartier et des citoyens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là? Est-ce qu'il y a un exemple de projet de quartier qui impliquerait à la fois des citoyens et la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, par exemple? Oui, tout à fait. Je vais encore revenir à cette notion-là de réflexion stratégique qu'on a eue quand on est rentré un peu dans ce grand processus de réflexion. On s'est posé la question, quelle est la place du citoyen
à la table de concertation. Et on n'a pas encore totalement bien défini comment le citoyen va s'ancrer dans la table. Mais pour le moment, en fait, il y a des comités de citoyens qui sont membres de la table. Donc, à travers ces comités-là, on est en lien aussi avec des groupes de citoyens qui font partie de ces comités-là. Sinon, je dirais qu'on est en phase un peu d'exploration. L'an dernier, on a mis en place une assemblée publique, laquelle s'est organisée entièrement avec des organismes communautaires, des membres d'organismes communautaires, des citoyens et des citoyennes. Et puis, on est parti sur un modèle très ouvert, si on veut, de chacun apporte ses idées, chacun s'auto-organise. Et puis, ce modèle-là aussi d'assemblée qui s'adressait spécifiquement aux citoyens et citoyennes du quartier, c'était en vue des élections qui étaient pour avoir lieu, les élections fédérales, puis aussi le poste de maire. Donc, on souhaitait en fait offrir aux citoyens et citoyennes un espace d'échange avec les candidats et candidates et aussi avec les élus qui étaient déjà en poste. Donc, on a invité vraiment tous les élus de tous les paliers et on a invité les candidates et candidats et on est parti de rien. On est arrivé avec un agenda vide pour laisser la place aux citoyens et citoyennes de vraiment pouvoir aborder les enjeux qu'ils souhaitaient vraiment aborder. Puis, ça a été un super événement, vraiment, là, puis ce mouvement-là qui est né à ce moment-là, qui s'appelle « À nous le plateau », est encore existant. Et puis, les citoyens s'organisent entre eux, vraiment. La CDC est là en soutien. Les organismes communautaires, entre autres la Maison d'Aurore, le Comité logement, sont aussi là en soutien. Pour soutenir ce beau comité-là de citoyens qui souhaitent vraiment aborder des enjeux qui touchent les citoyens et citoyennes du quartier. Donc, on est en train un peu d'écrire puis de définir comment on va s'inscrire officiellement dans ce mouvement-là, mais on est assurément là en soutien pour des citoyens qui veulent mettre en lumière des enjeux puis qui veulent organiser des rencontres citoyennes. Là. Ouais, je peux très bien comprendre l'importance de se donner du temps dans la réflexion des orientations à venir et de la manière de travailler de la corporation de développement communautaire avant d'impliquer au sens plus large ou de bien se poser la question à savoir quelle est la place des citoyens au sein de la concertation, du lieu de concertation qui s'adresse dans un premier temps aux organismes communautaires, là, parce qu'il y a quand même une certaine logistique à prévoir et tout. Mais je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, dans les dernières semaines, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains citoyens, certaines citoyennes qui sont impliqués dans le mouvement dont tu fais mention là, à nous plateau. Ce que j'ai senti, effectivement, c'est que l'événement qui a eu lieu en 2019 était porteur d'idées pour l'avenir, puis que ces citoyens-là qui étaient impliqués ont envie de poursuivre et de remettre de l'avant ce type de forum citoyen. Et que ce soit en lien avec les organismes ou avec les citoyens du quartier, il serait difficile de passer là, à côté du sujet de la crise de la COVID-19 qui sévit actuellement, même si à l'heure actuelle d'enregistrer, là, on est quand même dans une phase de déconfinement, mais il y a beaucoup d'incertitudes pour les semaines et les mois à venir. Comment ça a eu un impact sur le rôle de la table de quartier, cette crise-là? Je te dirais que tristement, parce que c'est une crise qui est triste là, dans son ensemble, avec tous les effets collatéraux là, qu'on connaît et même les effets directs. On a vraiment senti une proactivité dans le quartier, une mobilisation
exceptionnelle dès le début de la crise. La table, là, c'était toi et moi, en fait. On était les deux employés. On attendait notre autre collègue, Véronique, là. On a mis en place, si on veut, des cellules de crise. Donc, différentes cellules de crise se sont mises en place. Une cellule plus générale, donc COVID, Plateau Mont-Royal, qui rassemblait vraiment tous les acteurs concernés, si on veut. On avait l'arrondissement, on avait le bureau des élus, les deux circonscriptions, le fédéral, provincial, on avait le CIUS, on avait nous. Donc, on s'est vraiment... puis en fait, ce qui a fait en sorte... On s'est mobilisé rapidement et on a rapidement été dans l'action. Donc, il y a d'autres cellules qui se sont créées. Il y a une cellule de coordination en sécurité alimentaire, donc qui était vraiment une cellule qui se voulait être très opérationnelle. Donc, cette cellule-là était vraiment en lien direct avec les organismes communautaires sur le terrain. Nous, on s'est assuré de voir, bon, qui est ouvert, qui est fermé, quels sont les besoins, quels sont les manques. Et il y a eu une chaîne téléphonique qui s'est mise en place pour être en contact constamment avec les organismes communautaires qui faisaient de la distribution alimentaire, parce que c'était un des premiers enjeux là, qu'on avait ciblés. Et d'autres cellules, la cellule itinérance qui s'est mise en place, une cellule aussi logement, habitation qui s'est mise en place, qui a beaucoup focusé sur la problématique, entre parenthèses, possible des déménagements, donc du 1er juillet. Et à travers tout ça, il y a eu des outils qui se sont créés. La proactivité de tous les acteurs, vraiment tout le monde a mis de côté tous ces dossiers qui portaient dans le quotidien normal pour focusser sur les enjeux présents du moment. Puis ça a été une collaboration exceptionnelle. Puis on est en train un peu de faire les bilans de toutes ces cellules-là. Et ce qui en ressort, en fait, c'est wow! On le savait déjà qu'on était très engagés, proactifs, mobilisés, mais triple wow parce qu'on a su être capable d'agir et d'être vraiment dans l'action puis dans le concret. Puis on se dit que pour le futur, bien, ça peut juste être des bons exemples à suivre puis à poursuivre dans le temps, là. Oui, j'entends donc qu'à travers cette crise-là, un des points positifs, c'est que bien que la dynamique était bonne dans le quartier, mais là, ça a vraiment forcé une collaboration nette, immédiate et sans équivoque sur plusieurs fronts en même temps. Puis, fort est à parier que dans le futur, cette expérience-là entre les différents acteurs qui étaient impliqués dans la crise pour coordonner et mettre l'épaule à la roue va avoir créé quelque chose en termes pas de partenariat, mais d'entraide et de coopération de ces organisations-là qui étaient impliquées. Karine, je vais prendre 2-3 minutes pour expliquer un peu le projet de podcast. C'est un projet qui est né parce que lorsque je suis rentré en poste il y a quelques mois à la CDC ASGP, je me suis approprié le poste d'agent de liaison et j'ai pu constater que c'était un nouveau poste et que par conséquent, non seulement ça traduisait un souhait de stimuler le volet des communications, mais aussi que ça représentait une opportunité pour moi de créer quelque chose, de proposer de nouvelles idées. Et lorsque je suis rentré en poste, 2 souhaits exprimés par les membres de la CDC m'ont marqué et vraiment intéressé. C'était premièrement le fait de renforcer le lien de la table avec les citoyens du quartier et deuxièmement le souhait de contribuer à une meilleure connaissance et reconnaissance des acteurs du quartier. Et dans le contexte de poste d'agent de liaison à la CDC-ASGP, j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité de proposer un projet qui permettrait de favoriser un croisement des savoirs, là, que ce soit des savoirs académiques, des savoirs issus de la pratique et des savoirs expérientiels.
Autrement dit, d'entendre des invités venir partager des connaissances en tant que chercheurs, en tant que professionnels intervenants ou encore des connaissances issues de l'expérience de vie des citoyens du quartier sur différents sujets, phénomènes sociaux, etc. Et je pense que le projet podcast va permettre d'aborder plein de sujets en lien avec le développement social, avec différents phénomènes sociaux, avec des enjeux de quartier ou encore simplement de présenter des organismes et des services qui sont offerts dans le quartier pour les citoyens et les citoyennes. Et bon, tout ça au prisme de différents regards par rapport au sujet et par rapport au quartier. Karine, ça fait maintenant quelques mois que je suis arrivé en poste à la CDC ASGP. Lors de mon arrivée, avant la période de confinement, les organismes membres de la CDC étaient dans un processus de réflexion pour produire une planification triennale. Tu en as fait mention il y a quelques minutes. À quoi ça sert une planification triennale et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les actions et la manière de travailler de la CDC ASGP dans les prochaines années? Bonne question. Ben, en fait, la planification triennale vise à asseoir tout le monde ensemble, puis à revoir ou à voir, tout dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre processus, où est-ce qu'on en est, quels sont est-ce que les enjeux qu'on traitait, est-ce qu'on sent qu'on est rendu ailleurs ou est-ce qu'on sent que non au niveau de tel enjeu ou tel aspect, est-ce qu'on est encore dans ce désir-là ou ce constat-là qu'on fait que le quartier doit travailler sur ces enjeux-là. Au niveau de la CDC, ben notre planification triennale a suivi notre réflexion stratégique, puis pendant notre réflexion stratégique, on parlait beaucoup de, comme tu le nommais tantôt, là, la connaissance, la reconnaissance des organismes communautaires, les liens avec les citoyens, les modes de collaboration, de communication. C'est vraiment les grandes thématiques qui sont ressorties de cette réflexion-là. Donc, notre planification triennale est divisée vraiment sous ces axes-là, si on veut, là, divisé en 4 axes. Donc, de ces 4 axes-là, on a avec les membres là, défini un peu comment on va parvenir à mettre en place, si on veut, là, une meilleure reconnaissance. Puis là, bon, avec ça, il y a le podcast. On a plein... en fait, il y a une multitude d'idées là, qui s'en viennent pour la suite. Puis, il y aura un plan d'action plus spécifique là, qui va être présenté aux membres au mois de septembre. Donc, on est vraiment dans la consolidation, dans la connaissance, la reconnaissance. J'ai l'impression que je me répète, là. C'est juste que je ne veux pas énumérer toutes les actions qu'on a mis dans notre plan, là, qui sera disponible là, sur nos internets, là, j'imagine. Déjà, là, juste refaire notre site Internet, ça faisait partie des trucs qui étaient nommés parce que nos outils, si on veut, étaient dus pour être mis à jour. Donc, il y a tout ce volet-là aussi qu'on est en train de travailler, là. Voilà. Et bon, je comprends bien de ne pas rentrer dans chacun des éléments parce que bon, ça peut être long un peu de décliner, mais qu'est-ce qui... Bon, pour remettre en contexte, la dernière année qui se termine présentement, c'était une année de réflexion stratégique où ce que les membres ont pu en assemblée se prononcer, réfléchir ensemble, en atelier, en table ronde, ce genre de trucs. Et qu'est-ce qui est ressorti principalement comme besoin ou comme désir exprimé par les membres de la CDC-ASGP par rapport aux 3 prochaines années? La communication, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de rafraîchir tous nos modes de communication, que ce soit via l'infolettre, Facebook, le site Internet. Nos membres ont besoin d'avoir une table qui communique bien. Ça fait partie d'un de nos mandats principaux. Donc, vraiment, de faire un beau ménage, de bien structurer toutes les communications. Puis, tout à l'heure, quand on parlait de la crise de la COVID, t'es rentré en poste après un mois, on tombait en crise de COVID, puis ça a été un des enjeux de la crise qui était de
faire un ménage, de débroussailler les informations, toute la multitude d'informations qui nous tombaient dessus à tout le monde. Et puis, ce rôle-là, je pense que la CDC l'a relevé haut la main en étant présent sur Facebook, en créant des infolettes très spécifiques, en rassemblant les informations spécifiques, pour en avoir entendu là, des retours. Ça a été très apprécié. Puis, on veut poursuivre sur cette lancée-là, de ne pas produire des infolettes juste pour produire des infolettes, mais de vraiment prendre un sujet spécifique, puis de bien le développer, de bien le présenter, de s'assurer, comme là si vous allez voir notre nouveau site Internet, la section membres est très bien faite. Chaque membre a son onglet, puis on décrit la mission. S'il y a un site Internet, il y a accès au site Internet. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Puis aussi, ce qui a été nommé, c'est, je le renomme encore, mais connaissance et reconnaissance des organismes communautaires. Je pense qu'il y a eu un certain, pas laissé aller, mais on n'a peut-être pas pris notre rôle de corporation de développement communautaire assez intensivement. Donc, on souhaite vraiment là, tout retravailler le volet vie associative, membership. C'est quoi la plus-value d'être un membre ici à la Corporation de développement communautaire? Comment on peut faire ensemble justement pour échanger nos échange de services, échange de savoir, de la formation, comment rendre nos assemblées de membres plus dynamiques, faire en sorte que les gens y participent plus, ressortir d'une assemblée en se disant « Wow, j'ai participé, puis je ressors avec quelque chose aussi que je peux rapporter à mon équipe. » Ça, c'est vraiment un souhait qu'on a ici là, pour les prochaines années. Puis, c'est un souhait aussi que les membres nous ont mentionné. Donc, vraiment de rehausser un peu le niveau de dynamisme, là, puis porter aussi un peu plus les enjeux, là, être un défenseur, là, si on veut, là, d'avoir une bonne structure pour être capable de se dire, bien, on s'est rassemblés, on a nommé des enjeux, puis on est prêt à aller au front pour aller faire valoir là, des revendications. Là. Très bien. Donc, j'entends l'aspect de la communication, la reconnaissance et la connaissance des organismes et des enjeux, puis l'aspect du dynamisme au niveau de la vie associative. C'est vraiment intéressant d'entendre parler de tous ces aspects-là, puis de toute la porte que ça l'ouvre pour un vent de renouveau dans une planification triennale qui s'entame cette année. Tout à fait. Puis je rajouterais même d'être à l'écoute, d'avoir une posture vraiment d'écoute et d'ouverture pour que nos membres sentent que leur place est là à 100%. De vraiment avoir cette espèce de réflexe-là, de toujours partir de c'est quoi les besoins du milieu, nos besoins ici, puis de remonter ça à comment on va pouvoir agir ensemble collectivement. De garder toujours ça en tête. Absolument. Je trouve que ça fait une très belle conclusion à la discussion d'aujourd'hui sur le développement social et la table de quartier. Karine, je te remercie d'avoir pris le temps de participer à l'enregistrement de cette première émission du podcast. Je te remercie aussi de m'avoir accordé la chance de mettre sur pied ce projet-là, qui est un projet pilote, on va se le dire, parce que, bon, on ne sait pas encore quel sera je mets entre guillemets, mais le succès ou l'intérêt suscité par le projet. J'espère qu'on aura la chance de se reparler dans le cadre du podcast dans les prochains mois pour parler des projets de la CDC à SGP ou encore simplement pour discuter sur l'ensemble des sujets qui auront été abordés par différents invités à l'émission au cours des prochaines semaines. Tout à fait. Bien, merci à toi, Guillaume.